Bonsoir à tous. Est-ce que au niveau du son, c'est OK? Est-ce que c'est pas trop fort, pas trop agressif? On a essayé de régler le son de façon à ce que tout le monde puisse entendre et que ce ne soit pas trop agressif pour les oreilles. Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un... C'est bon? Au niveau de la lumière aussi, on a essayé de régler les lumières un petit peu moins intensément, mais soit c'est tout, soit c'est rien ici. Donc voilà, j'espère que ça ira et que vous aurez une expérience agréable. Donc bonsoir à tous, on va pouvoir commencer cette table ronde. Merci d'être réunis aussi nombreux et nombreuses ce soir pour parler d'un sujet qui, malgré sa complexité, concerne des millions de personnes dans le monde, donc la fibromyalgie. Cette maladie invisible, mais aux douleurs bien tangibles, la fibromyalgie reste souvent méconnue, parfois même contestée. Pourtant, elle impacte profondément la vie des patients, leur entourage et interroge même notre système de soins. Et pour commencer, j'aimerais savoir dans la salle qui est concerné par la fibromyalgie ou par les douleurs chroniques. Ok, donc beaucoup de gens. Qui est plutôt du côté, même si on ne va pas non plus vous mettre les uns en face des autres, mais plutôt des soignants, des personnels soignants. Ok, je sais qu'il y en a quelques-uns que j'ai accueillis tout à l'heure qui se sont présentés. Très bien, bienvenue. On espère qu'on vous aidera à comprendre un peu mieux le sujet, même si je pense que vous y connaissez un petit peu. Donc, nous sommes ici pour essayer d'échanger, de comprendre, de sensibiliser autour de la fibromyalgie et de ses enjeux. On va essayer aujourd'hui de favoriser les échanges entre professionnels de santé et son public. On va essayer d'explorer les pistes d'amélioration concernant le diagnostic et la prise en charge. Et ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir avec nous des intervenants et des intervenantes au regard complémentaires. Je vais commencer par vous, Julien Nizard. Vous êtes vice-doyen de la faculté de médecine de Nantes, chef du service douleur du CHU, vice-président du collège enseignant médecine de la douleur. Bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous avec ce collectif. Je pense que c'est une voix plus puissante que si chacun d'entre nous parlait tout seul. On pense aussi. Donc ces échanges seront enregistrés et seront disponibles très bientôt. Donc vous pourrez avoir accès à la vidéo. Donc le public ne sera pas filmé. Donc vous serez tous filmés de dos pour ceux que ça interrogerait. À côté de vous, donc Cécile Hilleret, vous êtes médecin généraliste, vous êtes auteur d'une thèse sur la fibromyalgie, de l'importance d'y croire, analyse des relations patients-soignants dans la fibromyalgie au détour de séances d'éducation thérapeutique, c'est bien ça? Merci aussi d'être ici. À côté de vous, Gaëlle Frappier, patiente partenaire en fibromyalgie, investie dans l'association Espoir Fibromyalgie 44 et invitée du podcast Bonsaï. Bonjour. Qui a déjà entendu parler ou écouté le podcast Bonsaï dont on va écouter des extraits tout à l'heure? Ok, donc il y en a quelques-uns. Super. À côté de vous, donc Thierry Champin. Vous êtes kinésithérapeute, spécialiste de la douleur chronique. Ensemble, vous animez en duo des ateliers ETP, donc éducation thérapeutique du patient, sur la fibromyalgie au pôle santé de Clisson. Et donc à côté de moi, Étienne Augustin, vous êtes kinésithérapeute, spécialiste de la douleur, cofondateur des Algonautes et conférencier. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les Algonautes pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Les Algonautes, en quelques mots, c'est une association qu'on a co-créée donc, avec Manon et Anaël. Le but de cette association, c'est de dispenser de l'éducation thérapeutique et notamment à destination des patients souffrant de douleurs persistantes. Et on a basé ces ateliers principalement sur... parce que comme on est kiné, on pense tout de suite qu'on va faire forcément des étirements, des exercices physiques. Mais en fait, nous, on a basé notre atelier un peu plus large dans le sens où on parle d'activité physique, mais on s'est basé sur la thérapie ACT, qui est une thérapie cognitive et comportementale, pour justement essayer d'apprendre à vivre de la meilleure façon possible avec les douleurs. Merci beaucoup. Donc, vous accompagnez de nombreux patients donc, concernés par la douleur chronique, notamment la fibromyalgie. Vous avez participé aux travaux avec la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic et le parcours de soins. C'est là-dessus qu'on va entre autres, vous questionner tout à l'heure, en apportant une expertise centrée sur la prise en charge non médicamenteuse et pluridisciplinaire. Donc, à côté de toi,
donc l'une des personnes responsables de la tenue de cette table ronde de ce soir. Anaëlle, tu es patiente partenaire en douleur chronique, créatrice du podcast Banzai et cofondatrice de l'association des Algonautes. Bienvenue à toi. Ensemble, donc, nous allons explorer 4 volets ce soir. Donc en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout explorer, vous imaginez bien, mais on va essayer d'en apprendre plus sur les défis du diagnostic, les approches de prise en charge, le rôle clé de l'éducation thérapeutique et enfin les perspectives d'avenir. Et moi, je ne me suis pas présentée, je suis journaliste radio et je suis chargée d'éducation aux médias pour Pop Média. Donc nous sommes un média d'éducation aux médias. Nous produisons des podcasts à vocation sociale et engagée et nous permettons donc aux personnes comme Anaëlle qui adhèrent à notre association de passer d'une idée à la réalisation de leur podcast. Et donc, je vais me tourner pour commencer vers toi, Anaëlle, pour que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui a motivé donc, ton podcast Banzai donne la parole à des personnes qui donc ont des douleurs chroniques. Qu'est-ce qui a motivé la réalisation de cette table ronde spécifiquement sur la fibromyalgie ? Merci Laurie. Déjà, je suis trop contente d'être là ce soir et de vous voir aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir que on peut motiver autant de personnes à venir parler d'un sujet aussi important que sont les douleurs chroniques et la fibromyalgie en particulier ce soir. Donc, l'idée d'organiser cet événement, elle est née finalement de ma rencontre avec Gaëlle, il y a déjà quelques années. Et en fait, on s'est rencontrés avec Gaëlle il y a quelques temps et c'est en partie grâce à elle que je me suis formée pour moi-même devenir patiente partenaire dans la douleur chronique. Et donc, c'était tout naturellement que j'ai voulu mettre son témoignage à l'honneur dans mon podcast, dans l'épisode du mois de mai, pour qu'elle nous parle de sa vie avec la fibromyalgie. Le mois de mai n'étant pas une coïncidence, parce que certains le savent peut-être, mais c'est un mois qui met particulièrement en lumière cette maladie, notamment au travers de la journée mondiale qui a eu lieu le 12 mai. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes de mon entourage qui ont pu être surprises que le premier événement que j'organise avec le podcast touche la fibromyalgie, parce que je ne suis pas moi-même concernée. Il y en a qui ont pu me poser la question, mais ce n'est pas mon cas. Mais ceux qui connaissent le projet du podcast le savent. Le Banzai, c'est pour donner la parole vraiment à toutes les personnes qui souffrent de douleurs chroniques sous toutes leurs formes. Et l'idée du projet, c'est vraiment de pouvoir venir faire des ponts entre patients et professionnels de santé, entre patients et aidants, proches, entourage, et même peut-être avec des personnes qui ne sont pas du tout concernées par les douleurs chroniques et qui peut-être, grâce au témoignage de mes invités, peuvent trouver des clés pour mieux comprendre les gens autour d'eux. Donc, je suis convaincue, comme Julien Nizar le disait, que c'est essentiel et voire même urgent de se créer des espaces comme celui-ci ce soir où patients et professionnels de santé peuvent se rencontrer et dialoguer. Car on le sait, les approches les plus efficaces quand on parle de douleurs chroniques, elles émergent souvent de pluridisciplinarité, de dialogue et de co-construction. Donc, il me semble vraiment indispensable d'avoir des espaces où on peut échanger, s'écouter et puis aussi apprendre les uns des autres. Et en plus, si on veut tendre vers l'autonomisation des patients, c'est vraiment important d'avoir des espaces neutres hors cabinets médicaux, cadre médical, pour pouvoir créer ce dialogue. Donc ce soir, nous allons découvrir différents regards et entendre différentes expériences autour de la fibromyalgie. Grâce au CNRD qui est présent avec nous ce soir, ces échanges seront filmés et pourront être du coup entendus par des personnes qui n'ont pas pu se déplacer et être là ce soir. Et j'ai une pensée vraiment particulière pour les gens qui avaient souhaité venir et qui malheureusement, faute de fatigue, de douleur ou d'incapacité, n'ont pas pu être avec nous. Et grâce au CNRD, ils pourront quand même bénéficier de ces échanges. Et je pense que dans nos associations respectives, les Algonautes et Pop Média, ça nous tient particulièrement à cœur que la connaissance et les échanges comme cela puissent bénéficier au plus grand nombre. Donc maintenant je vais pouvoir repasser la parole à Laurie et puis à nos invités pour qu'on fasse ensemble la lumière sur la fibromyalgie.
Merci beaucoup Anaëlle et on te retrouvera tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, cette table ronde se veut interactive. Elle va durer à peu près 1 heure et ensuite vous aurez toute la place pour échanger, pour faire des retours, pour réagir à ce que vous avez entendu, pour apporter aussi votre expérience peut-être. Mais avant de commencer, on va écouter un premier extrait du podcast Bonsaï dans lequel donc Gaëlle est l'invité principal. Ça introduira parfaitement la première partie de cette table ronde, donc sur le diagnostic. On écoute tout de suite, ça dure à peu près un peu plus d'1 minute. En fait, elles sont apparues comme ça soudainement. J'avais très très mal dans les épaules, de type brûlure, et je pouvais presque plus lever mes bras. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, bon, peut-être quelque chose d'inflammatoire, quoi, une tendinite. Mais je me suis dit, bah, c'est bizarre, je fais pas de mouvements répétitifs, donc je voyais pas trop le truc. Et puis, en même temps, j'avais beaucoup de problèmes de sommeil, une fatigue extrême, mais j'arrivais jamais à me reposer. Une humeur aussi très irritable, ça, que j'avais pas forcément avant. J'étais plutôt quelqu'un de joyeux, de solaire, souvent on me dit ça. Et travaillant dans une école, là, dernièrement, je me disais, mais mince, quoi, j'ai plus la patience avec les enfants, c'est pas moi, ça, il y a un truc. Donc j'ai commencé à me dire, faut peut-être que j'aille consulter quand même un médecin, puis dire un petit peu les choses, quoi. Et en fait, quand elle m'a posé plein de questions, notamment sur mes douleurs, et puis c'est vrai que là, j'ai parlé des douleurs des épaules, mais elles variaient, en fait, elles allaient un petit peu partout, très régulièrement, et rien ne les arrêtait. Et là, tout de suite, elle m'a orientée, en fait, vers la clinique de la douleur pour aller voir un algologue. Et c'est là que tout a commencé. On m'a diagnostiqué la fibromyalgie avec, bien évidemment, plein d'examens, que ce soit des IRM, que ce soit aussi des prises de sang à rallonge, de nombreuses consultations autres avec des spécialistes aussi, des radios, scanners, enfin j'en passe, des choses, voilà. Voilà, donc ce premier extrait illustre la réalité de bien des patients, donc beaucoup d'incompréhension au début, un long parcours. Alors, comment poser un diagnostic aujourd'hui? Quels sont possiblement les freins? Donc, Julien Nizard, commençons par vous. La fibromyalgie a été une maladie longtemps méconnue pendant de nombreuses années. Comment sommes-nous parvenus à affiner sa définition et voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? Alors, je vais revenir brièvement sur ce qu'a dit Madame, qui était très éclairant, qui permet peut-être de mieux comprendre la prise en charge de la fibromyalgie. Donc, je pense que la métaphore de la balance est une bonne métaphore pour la fibromyalgie, c'est-à-dire que normalement, quand on n'a pas de fibromyalgie, on a des informations douloureuses. Si on se fait mal à un doigt, ça remonte par la moelle épinière puis au cerveau. Et puis, on a des mécanismes qui vont contrebalancer ces messages douloureux qui sont très puissants et qui passent essentiellement par le mouvement et par le cerveau. Et dans la fibromyalgie, pour différentes raisons, il y a un déséquilibre prononcé de cette balance parce que à la fois, il y a une hyperalgésie, il y a trop de perception de la douleur. Donc, les neurones de la douleur deviennent trop actifs. Normalement, si on vous fait pas mal à la main, vous n'avez pas mal à la main. Il faut faire une sollicitation pour avoir mal. Eh bien, chez les patients fibromyalgiques, du fait de cette baisse du seuil d'apparition de la douleur, ils vont avoir mal alors qu'on ne fait pas de sollicitation. Et l'autre élément qu'il faut bien comprendre, parce qu'il est absolument décisif pour le traitement, on va évidemment agir sur cette composante qu'on appelle d'hyperalgésie en donnant des médicaments, notamment anti-hyperalgésiens, mais on va beaucoup agir sur l'autre plateau de la balance qui est de permettre, grâce à nos collègues, notamment kinésithérapeutes, mais pas que, l'investissement du patient, qui vont permettre aux patients d'essayer de se mobiliser malgré les douleurs, parce que le mouvement bien fait est un inhibiteur très puissant de la douleur. Et puis, dans ce qu'a dit aussi Madame, cette irritabilité, le fait de ne pas se reconnaître, d'essayer de réguler aussi cet élément-là, parce que arriver à conduire le patient sur davantage de sérénité et une meilleure humeur, ça va agir sur ce plateau-là qui est déséquilibré. Alors, pour répondre à votre question sur le diagnostic, en fait, beaucoup, dont moi, on considère que la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie à proprement parler. Ce n'est pas comme une pneumonie, ce n'est pas comme une grippe.
Et d'ailleurs, pour la grippe, il y a des syndromes, vous avez tous entendu parler de ça, des syndromes grippaux qui sont simplement un syndrome, c'est-à-dire une association de signes. Donc, la définition d'aujourd'hui de la fibromyalgie, qui est internationalement reconnue, c'est une association de signes que vous avez décrit, qui sont des douleurs à condition qu'elles soient diffuses, 4 cadrans du corps, au moins, hein, haut, bas, gauche, droite, et pas, on n'a pas une fibromyalgie quand on a mal qu'au bras droit, même si je montre mon bras gauche, là. Donc, douleur diffuse, la fatigue qu'a décrite Madame, qui s'associe souvent à une fatigabilité à l'effort, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire les efforts habituels. Les troubles du sommeil, qui sont parfois décrits comme peut-être pires que les douleurs elles-mêmes. Donc fatigue, troubles du sommeil, ça fait partie du syndrome. Et moi, je considère que si quelqu'un vient me voir avec que des douleurs, mais qu'il n'est pas fatigué et qu'il ne se plaint pas de troubles du sommeil, ce n'est pas un syndrome fibromyalgique. Et puis enfin, il y a des petits troubles cognitifs qui sont multifactoriels. Les gens se plaignent souvent de moins se rappeler qu'avant. C'est souvent des troubles de l'attention qui sont liés à la douleur chronique. Ce n'est pas grave, mais qui peuvent aussi être majorés par la prise de médicaments, les benzodiazépines, les somnifères, qui vont majorer ça. Et aussi, il y a quand même un patient fibromyalgique sur 2 qui a des éléments de dépression. Et la dépression, ça altère aussi les fonctions mnésiques, mais tout ça, c'est potentiellement réversible. Et puis, le dernier critère, vous voyez, c'est un critère d'avoir un certain nombre d'affections. La fibromyalgie étant un peu l'apogée de tout ça, mais il y a des gens qui ont que mal à l'articulation temporomandibulaire, que un syndrome de l'intestin irritable, des gens qui ont que mal au ventre, que envie d'uriner régulièrement. Et donc, la fibromyalgie, dans les critères diagnostiques, est associée à des signes comme cela. Donc c'est malheureusement, il n'y a pas de chance pour les patients fibromyalgie parce que c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'hypersensibilisation à la douleur, mais c'est une hypersensibilisation neuronale un peu diffuse qui va entraîner que certains patients se plaignent d'entendre trop fort, d'être sensibles aux ondes, etc. Bon, ça c'est la première partie qui est donc la partie diagnostique. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Donc, c'est des critères diagnostiques. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie et qu'elle est là pour toujours. Quand on voit un patient pour la première fois, on va voir si ces critères sont respectés. Et puis après, comme vous l'avez dit, les examens complémentaires, il n'y a aucun examen aujourd'hui qui porte le diagnostic de fibromyalgie. Les examens, ils vont être là pour éliminer d'autres causes curables qui peuvent mimer en fait cette douleur diffuse. Et chez la femme, il y a notamment l'hypothyroïdie. Malheureusement, ce n'est pas toujours diagnostiqué, alors que c'est des syndromes très voisins. Les femmes se plaignent de douleurs diffuses, de fatigue. Et quand on fait le diagnostic, grâce à la prise de sang, il suffit de donner des hormones et ça va mieux. Donc l'hypothyroïdie, des maladies inflammatoires de l'appareil locomoteur dont vous avez parlé, la polyarthrite, la spondylarthrite. Et puis, il y a un certain nombre d'affections que je ne vais pas détailler. Donc, le bilan, et dans les critères diagnostiques, il y a grand A, tout ce que j'ai dit, et grand B, toute autre cause écartée par ailleurs. Voilà. Donc, c'est plutôt un syndrome d'élimination. Oui. Et il y a une grande diversité de critères. Quels sont les autres freins au diagnostic que vous constatez, vous ? Alors, il y a des freins qui sont liés à la méconnaissance, tout simplement, des critères diagnostiques. Donc, les nouvelles générations de médecins sont davantage formés. Il faut savoir que l'apprentissage de la prise en charge de la douleur, notamment chronique, il remonte qu'à une vingtaine d'années en France. Donc, moi, je n'ai jamais appris la fibromyalgie dans mes études. J'ai appris plus tard et au contact des patients. Donc, il y a la méconnaissance, notamment des plus vieux. Ça ne veut pas dire que tous les plus vieux ne connaissent pas, mais il faut qu'ils se mobilisent pour apprendre davantage. Il y a ce que vous avez dit, je crois, sur le fait que ce n'est pas toujours une maladie, entre guillemets, qui a très bonne presse. Au sens, c'est des patients qui prennent beaucoup de temps, qui se plaignent beaucoup, puis finalement, ils ne vont pas toujours tellement mieux. Et donc, il y a des médecins que ça peut mettre en difficulté, mais Cécile en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est sa vie au quotidien. Et donc, il y a aussi de la formation à prodiguer autour de ça. Je pense que la formation, c'est un élément essentiel. Donc, il y a les retards diagnostiques liés à la méconnaissance. Il y a les retards diagnostiques liés à une certaine... par
pas stigmatisation, mais on n'est pas loin. Puis vous l'avez dit aussi, ou vous-même pour commencer, il y a des gens qui... C'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Moi, quand je commençais à réfléchir à la fibromyalgie, vous avez encore beaucoup de revues de médecins qui disaient que ça n'existe pas. Bon, maintenant, les critères sont tellement standardisés, on sait qu'il y a à peu près 2% de la population en France qui a une fibromyalgie. Et c'est des scores qui sont très voisins dans tous les pays. Vous pouvez être papou ou habiter au Pérou et avoir un syndrome fibromyalgique, c'est tous ces signes-là. Voilà, je pense que la bonne réponse, c'est de former aussi les patients, parce que souvent et de plus en plus, c'est eux qui questionnent, est-ce que j'ai pas finalement une fibromyalgie? Vous parlez entre vous, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour compléter vos dires, je vais m'adresser à vous, Cécile. Votre thèse a exploré les parcours diagnostiques des patients. Combien de temps faut-il en moyenne pour poser un diagnostic et quels sont les principaux freins que vous avez pu constater? Oui, alors en France, en 2022, le délai médian au diagnostic de la fibromyalgie, c'était 10 ans. Voilà, il y a plusieurs freins que vous avez évoqués, Monsieur Nizar. En fait, déjà, il y a une méconnaissance de la pathologie dans les études médicales. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, la pathologie, on l'apprend pas très bien dans nos études. C'est-à-dire qu'on connaît le principal symptôme, la douleur, mais on connaît assez mal le fait que ça soit associé à de la fatigue, des troubles digestifs, des troubles cognitifs, et j'en passe. Et ça, nous, jeunes médecins, on le connaît assez mal. Et donc, c'est difficile de penser au diagnostic quand on a tous ces symptômes-là. Et d'autre part, c'est une maladie qui ressemble à beaucoup d'autres maladies parce que ces symptômes sont assez communs finalement. Et donc, il y a beaucoup d'autres pathologies à éliminer. Et c'est pour ça qu'on doit faire plein d'examens complémentaires, aller voir des spécialistes et tout ça. Et ça rallonge aussi le délai diagnostique. Et comme vous disiez, Monsieur Nizar, il n'y a aucun examen complémentaire, aucune imagerie, aucune prise de sang qui permet de faire vraiment le diagnostic de la fibromyalgie. Et donc, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, si on doit tout éliminer avant de dire c'est ça, forcément, ça prend du temps. Voilà, et comme c'est une maladie qui est aussi assez stigmatisée, qui peut être assez stigmatisée, parfois, c'est un frein au diagnostic pour les soignants qui n'ont pas envie de mettre les patients dans une case. Et pour certains patients aussi, moi, j'ai des patients qui me disent « Non, mais ne me dites quand même pas que j'ai la fibromyalgie, je ne veux surtout pas avoir ça, c'est horrible, il n'y a pas de traitement, tout ça, voilà. » Et comment vous expliquez la persistance de controverses autour de la fibromyalgie dans le milieu médical et qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour les dépasser? Alors selon moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est l'apprentissage même de la médecine qui se base sur ce qu'on appelle le raisonnement anatomo-clinique. En fait, on part d'une lésion anatomique, de quelque chose, d'une lésion dans un organe pour dire il y a des manifestations cliniques, il y a des symptômes. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des symptômes, mais qu'on ne trouve aucune lésion dans les organes? Est-ce que le symptôme est inventé? Est-ce que le symptôme n'existe pas finalement? Est-ce que le symptôme est simulé? Et ça, c'est ça aussi qui a donné beaucoup de place à c'est dans la tête. En fait, c'est dans la tête des gens, c'est peut-être inventé. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle le fibroscepticisme. Ce que vous disiez, c'est qu'il y a encore des soignants qui ne croient pas à la pathologie. Et ça, c'est aussi accentué par le fait que c'est une maladie qui concerne en majorité encore des femmes. Voilà, il y a des études qui montrent que la douleur des femmes est traitée moins sérieusement que celle des hommes et que les symptômes des femmes sont attribués beaucoup plus à une origine psychosomatique. Voilà. Médecine fait par des hommes, bien sûr. Hein. Oui, oui. Pour terminer ce volet donc, sur le diagnostic, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de mieux comprendre les facteurs qui favorisent l'apparition de cette fibromyalgie? J'ai par exemple lu une étude de 2021 qui suggérerait fortement une origine auto-immune. Il y a des hypothèses quant à la génétique. Oui, alors... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a plusieurs facteurs, certainement. C'est multifactoriel, donc, ça voilà. c'est sûr. Donc, il y a certainement des patients qui ont une sensibilité à la douleur qui est plus élevée. De même, vous avez peut-être entendu parler de patients, c'est des patients malheureusement qui ont une insensibilité congénitale, ils naissent et ils ne perçoivent pas la douleur et c'est pas du tout marrant. Hein, quand ils mettent la main sur une plaque chauffante, ils la laissent jusqu'au moment où il y a de la fumée qui sort. Donc, c'est pas marrant de jamais avoir mal. Donc, il y a une sensibilité génétique au même titre qu'il y a une sensibilité à la migraine ou à d'autres éléments comme ça. Après, c'est vrai, je ne sais pas si vous vouliez l'aborder à d'autres moments de cette table ronde, il y a quand même dans l'histoire de vie des patients,
il y a, on va dire, entre un patient sur 3 et un patient sur 2 qui a eu des événements de vie difficiles, très difficiles. Et on sait bien que plus les événements de vie sont précoces, difficiles, sont précoces et répétés, et plus il y a des risques de déclencher des maladies. Et psychosomatique, c'est pas un terme insultant, hein. Le corps et la tête, ça fonctionne ensemble. Donc la douleur qui est dans la tête, c'est vrai pour nous tous, hein. Quand on se fait une blessure au doigt, on a aussi une douleur qui arrive forcément à la tête. Donc parcours de vie difficile. Et ça, ça va sensibiliser à toute une série de maladies chroniques. Et c'est aussi une piste de prise en charge très intéressante. Et puis après, si vous voulez, il y a une foultitude de causes qui sont évoquées, mais c'est aussi probablement parce que comme c'est un syndrome, je prends l'exemple, vous voyez, avant, moi, quand je faisais mes études, on disait périarthrite scapulo-humérale, et là-dedans, on met des maladies qui n'ont strictement rien à voir. Bon, donc probablement que c'est un espèce de sac où on met des gens qui ont des histoires différentes, des maladies plus ou moins différentes, mais qui ont les mêmes symptômes. Et donc, évidemment, je vous disais qu'un tiers des patients qui avaient un rhumatisme inflammatoire, ils vont déclencher, parce que quand vous avez mal pendant longtemps à un endroit, par exemple un bras ou 2 bras, au bout d'un moment, votre système de contrôle de la douleur s'épuise. En fait, vos neurones de la douleur, qui normalement devraient être au repos, ils sont constamment excités, et donc ils s'excitent tout seuls au niveau de la périphérie, et ils vont s'exciter aussi au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Et donc tout le système de modération de la douleur, finalement, disjoncte. Et donc les gens se mettent à avoir mal partout, alors qu'ils n'ont pas ou peu de sollicitations. Je rebondis là-dessus parce que dans l'épisode, il n'y aura pas en extrait, mais dans l'épisode, Gaël compare ça à un burn-out du système de la douleur. Est-ce que c'est quelque chose enfin, une comparaison qui vous semble légitime de parler d'un espèce de burn-out du système de la douleur Pourquoi pas, hein. D'abord, il y a des fibromyalgiques qui font des burn-out, peut-être plus que les autres. Enfin, vous voyez, c'est la balance qui se déséquilibre. Moi, je trouve que c'est une métaphore qui est intéressante en termes thérapeutiques, parce que qui dit balance, dit il faut rééquilibrer les 2 plateaux de la balance. Et vous ne pouvez pas juste donner des médicaments contre la douleur. Il faut activer les systèmes inhibiteurs de la douleur qui sont puissants, mais les fibromyalgiques vont vous dire les 2 systèmes dont j'ai parlé, c'est-à-dire le mouvement et le moral, ils vont vous dire, bah oui, mais le mouvement, moi, je peux pas, parce que j'ai mal, et le moral, j'y peux rien, c'est parce que j'ai mal. Et donc, c'est à nous, soignants, de façon collective, de leur permettre de se déscotcher ça, parce que sinon, ils plombent leur propre, ce que vous disiez tout à l'heure, autonomisation. Et ça, c'est essentiel, hein, que le patient comprenne pour ensuite aller dans la bonne direction avec l'équipe de soins. Merci beaucoup pour ces éclairages. Après avoir posé un diagnostic, donc comment prendre en charge les patients, on va aborder cette deuxième partie avec un deuxième extrait qui dure pareil à peu près 1h30. 1 minute 30. 1 minute. Quel bavard. Mais j'ai un super algologue maintenant. Il est super gentil, super à l'écoute, ne remet jamais en question mes propos, part toujours de mes questionnements pour me répondre, cherche, mais non, mais alors là, donc je pense que c'est une bénédiction finalement. Mais quand même, sur le coup, j'avoue que j'ai été vraiment martyrisée là, hein. Donc voilà. Mais autrement, dans mes autres professionnels de santé, médecin généraliste super, mes kinés vraiment très à l'écoute aussi, neurologue aussi. Enfin non. Et j'aime le dire aussi parce que ça existe. Je sais qu'il y a le contraire. J'ai des retours de patients qui nous disent bah non, mais là c'est pas possible. On me dit encore que c'est dans la tête. On me croit pas. Voilà, il y a encore ce genre de discours. Donc moi j'aime à dire que non, je forme quand même plutôt une alliance thérapeutique sur un terrain, on va dire équivalent, mais chacun avec ses compétences. Évidemment, le médecin a ses compétences au niveau théorique et expérience par rapport à la multitude de patients qu'il côtoie. Et puis moi, en tant que patiente, avec mon expérience du vécu de la maladie au jour le jour, et ce que je ressens, ce que je vis, ce que je peux mettre en place, mes questionnements, mes doutes.
Donc c'était la voix lumineuse de Gaëlle, encore une fois. Merci à toi pour ton témoignage. Est-ce que tu veux ajouter un petit élément de contexte, Anaëlle, sur ce qu'on vient d'entendre? Puisque c'est toi qui as choisi les extraits qu'on écoute tout le long de cette table ronde. Oui, c'est ça. Oui, c'était juste pour spécifier que c'est vrai que ça, c'était un extrait où, en fait, juste avant, vous l'avez peut-être deviné, mais en fait, Gaëlle me parle d'une très mauvaise expérience avec un algologue. Mais Gaëlle étant, comme elle l'a dit elle-même, quelqu'un de très solaire, elle sait rebondir et je trouvais ça beau d'entendre aussi de la part de patients que le parcours médical peut à un moment bien se passer. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des discours inverses et du coup on va pouvoir en parler de la prise en charge des patients. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous, Cécile, en tant que médecin généraliste. Donc, quelles sont les premières mesures que vous proposez à un patient nouvellement diagnostiqué et comment adaptez-vous votre approche en fonction des réponses au traitement? Oui, alors moi, dans ma thèse, justement, j'ai étudié les relations patients-soignants dans la fibromyalgie. Donc, j'ai interrogé Gaëlle et d'autres. Et justement, j'ai été très marquée par ces parcours de patients qui rencontraient des soignants qui les maltraitaient, appelons ça comme ça. Et moi, j'ai retenu qu'il y avait vraiment une importance à légitimer la plainte du patient, à croire tout ce qui était dit, tous les symptômes qui étaient dits, et à ne jamais remettre en question la plainte. Et donc, j'essaie d'instaurer ça avec les patients. Je légitime leur plainte, je ne remets jamais en doute ce qu'ils me disent. Et je pense que c'est très important d'avoir une bonne relation avec le patient et d'arriver à instaurer un climat de confiance. Voilà. Et puis, comme c'est une pathologie chronique, il faut une prise en charge qui est pluridisciplinaire, évidemment. Donc, la première chose, c'est que j'essaie de constituer une équipe autour du patient, donc avec un kinésithérapeute, un accompagnement psychologique, de l'activité physique adaptée et tout ça, de l'ETP si c'est possible, ou un groupe de parole, etc. Des techniques de gestion du stress, donc ça peut être de la sophrologie, de la méditation, enfin voilà, d'autres thérapies. Ce qui est très important également, c'est je demande une reconnaissance en affection longue durée, parce que voilà, la fibromyalgie, c'est pas une pathologie qui aujourd'hui est reconnue dans la liste des 30 ALD, voilà, mais on peut demander une ALD hors liste, au titre de douleur chronique invalidante et en justifiant, voilà, faut un peu se mouiller quand on demande ça, mais en tout cas, moi, c'est souvent accepté et je pense que à force de demander toujours pour la fibromyalgie, etc., ça finira par être reconnu en ALD et ça, c'est indispensable pour les patients. Donc, ça fait un petit bout de temps déjà. À syndrome complexe dont réponse complexe, dans la réponse que vous proposez, il n'y a pas que des solutions médicamenteuses. Quelle est la place donc, des médecines alternatives non conventionnelles, peu importe comment on les appelle? Oui, alors moi, j'ai pas de recette précise, j'ai pas de protocole pour ces thérapies-là. En fait, pour moi, elles sont importantes et indispensables dans la gestion de la fibromyalgie et de la douleur chronique en général. Pour deux raisons. Déjà parce que le traitement médical n'est pas miraculeux dans cette pathologie, sinon ça se saurait, on ne serait pas là ce soir. Et aussi parce que du coup, c'est une pathologie qui entraîne beaucoup d'émotions complexes et tout ça, et qui a une nécessité de gestion émotionnelle et de gestion du stress. D'ailleurs, quand on est stressé, on peut avoir plus mal. Enfin voilà, ça peut favoriser ça. Et donc, il y a plusieurs techniques, de l'hypnose, de la méditation, de la sophrologie, il y a plein de choses, de l'acupuncture. C'est aussi selon ce que souhaite le patient, selon les désirs du patient. Je propose plusieurs choses et le patient essaye. Et en général, il trouve une thérapie qui leur convient. Comment vous évaluez l'efficacité de la thérapie, justement? J'imagine que c'est très complexe et que ça dépend beaucoup du patient. C'est au cas par cas. Okay. J'évalue pas vraiment, ça c'est plutôt M. Nizar qui pourra nous en parler, l'évaluation des thérapies complémentaires. Mais moi, j'évalue vraiment au cas par cas. Merci beaucoup. Merci. Je m'adressais à vous, Étienne. Je m'adressais au kinésithérapeute plus exactement. La kinésithérapie est souvent perçue comme douloureuse par les patients fibromyalgiques. Comment ajustez-vous vos techniques pour éviter justement l'effet boomerang de l'aggravation des symptômes? Oui, en effet, c'est souvent quelque chose qui revient, en fait, le fait qu'après une séance de kiné, les douleurs peuvent augmenter. Moi, la façon dont je construis les séances, déjà, c'est que c'est une co-construction avec la personne. Comme disait très bien Cécile, il faut déjà écouter, accueillir absolument tout sans remettre en question, parce qu'en fait, la personne parle de son vécu, et son vécu, c'est la vérité, en tout cas. Enfin, moi, je l'estime comme ça. Et donc, du coup, pour moi, la rééducation va se baser uniquement sur la co-construction. Et donc, je vais suivre absolument tout ce qu'elle me dit, et je vais la laisser doser, en fait.
c'est elle qui va me guider. Moi, j'ai des connaissances, mais la personne, elle a aussi des connaissances. Elle connaît mieux son corps que personne. Et donc, l'idée, ça va être de s'adapter et de trouver un chemin commun. Et donc, du coup, je prends souvent comment dire, une métaphore par rapport à ça. C'est quand vous voulez gravir un sommet ou l'Everest, peu importe. L'idée, c'est pas forcément de marcher tout le temps devant le patient, mais ça peut être parfois de marcher devant, parfois marcher à côté, parfois marcher derrière, le laisser faire un peu et le laisser évoluer. Et j'aime bien raisonner en camp de base aussi, dans le sens où pour monter à l'Everest, il y a plusieurs camps de base. Et vous allez commencer par le camp de base numéro 1, puis peut-être le numéro 2, et puis peut-être le numéro 3. Mais si au numéro 3, vous sentez que ça va pas, vous allez redescendre au camp de base numéro 1 un petit peu. Et puis voilà, vous allez ajuster ça pour peut-être soit arriver au sommet, soit pas forcément en fait. Parce que l'objectif n'est pas forcément de faire de la performance, mais ça va être simplement d'atteindre l'objectif qu'on se sera fixé au tout départ. Et pour moi, une rééducation, elle aura lieu uniquement si, au départ, on se met d'accord, moi et le patient, sur OK, quand est-ce qu'on se dit que la rééducation aura été efficace ou pas, et qu'est-ce qu'on cherche ensemble à établir. Si on se dit l'objectif c'est de ne plus avoir de douleur, je ne peux pas le garantir en fait. Ça, je ne peux pas le savoir. Par contre, si ensemble on se fixe des objectifs fonctionnels, je pourrais dire, je sais pas, aller faire du vélo avec mes enfants le week-end, peu importe, ou reprendre le théâtre, voilà, quelque chose qui va être important pour la personne. Là, pour le coup, on a quelque chose de concret sur lequel on va pouvoir ensuite définir une base de rééducation pour atteindre cet objectif-là. Donc une rééducation plutôt adaptée aux patients et progressive. Je ne vais pas vous demander une routine, puisque j'imagine que c'est adapté à chaque patient, mais est-ce que vous avez des exercices, des choses qui ont fait leur preuve, qui ont montré des résultats significatifs? Quels sont un peu vos mots d'ordre dans vos thérapies? Alors, non, il n'y a pas de formule magique, comme on l'a dit, et je n'aurais pas un exercice comment dire, je veux dire, ok, vous avez une fibromyalgie, on va faire tel exercice, ça n'aurait aucun sens. Pour moi, je vais vraiment m'adapter. Et en fait, comment dire, en termes d'activité physique, il n'y en aura pas forcément une qui sera mieux qu'une autre. Mais par contre, quelque chose qui va être important pour moi, c'est la notion de plaisir. La première question que je vais poser, c'est OK, qu'est-ce qui vous fait plaisir comme activité physique? Qu'est-ce qui est important pour vous comme activité physique? Et en fonction de ça, on va pouvoir essayer d'adapter le plus possible pour aller vers le plaisir. Pourquoi le plaisir? Parce que si je vous dis demain on va faire du footing, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment le footing. Moi, personnellement, c'est pas ma passion. Donc, essayer d'aller courir tous les jours, je vais arrêter parce que ça ne me plaît pas. Alors que si on trouve quelque chose sur lequel j'ai du plaisir, là, pour le coup, on va libérer un peu de dopamine, on va avoir un peu de confiance en soi, récupérer de l'ego, enfin voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on met des jalons et on avance, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'exercice type. Ça va être vraiment au cas par cas. Voilà, je coupais l'herbe sous le pied d'éventuelles questions, évidemment. Je savais à peu près ce que vous alliez répondre. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, la co-construction, la régularité, la progressivité. Il y a quand même, je pense qu'on va favoriser, du moins au début, tout ce qui est plutôt en endurance. Quand même, la marche, le vélo, vous avez cité... pour bien sûr monter l'Everest, mais marche, vélo, natation, puisque l'idée, c'est, comme l'a dit Étienne, parce que Augustin aussi dans votre nom, il ne faut pas se tromper. Donc, comme l'a dit Étienne, l'idée, c'est de trouver du plaisir. Et c'est vrai que le sport en endurance, vous voyez que moi, quand je demande aux patients qu'est-ce que vous voulez faire comme exercice, ils me disent j'aimerais bien marcher. C'est pas pareil de marcher autour d'un pâté de maison tout seul sous un ciel gris sinistre et marcher dans un groupe. Vous voyez, qui va vous... Nous, on le voit, puisque les patients arrivent le lundi matin au centre de la douleur, et tous, à 14h, ils vont faire un tour de l'hôpital Nord qui fait quand même 1 kilomètre, même ceux qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas marcher plus de 50 mètres. Donc, vous voyez, il y a il y a la dynamique de groupe, on est des êtres humains, le fait, on l'a tous dit, de se serrer les coudes, d'entendre que d'autres peuvent avoir des histoires assez voisines, ça mobilise. Donc, du côté des recommandations, on va dire, et de l'exercice pratique, c'est vrai qu'on va plutôt aller à faire des exercices en endurance que du taekwondo ou du squash. Mais si quelqu'un veut absolument faire du taekwondo ou du squash, j'imagine que Étienne va lui dire oui. C'est toujours une question d'adaptation, en fait, après.
Et après, même si on adapte, même si on y va progressivement, c'est possible qu'il y ait des exacerbations de temps en temps quand même. Et ça fait partie des loupés. Mais en fait, si on se met d'accord avec le patient, qu'on prévient que c'est possible, et en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais marcher une demi-heure et après mes douleurs flambent, après on sait que la fois d'après, on va peut-être plutôt tester 10 minutes. Et puis en fonction, on ajuste. Et après aussi, ce qui est important à prendre en compte, c'est que c'est pas uniquement des critères physiques, c'est-à-dire de quantification de stress mécanique, si je veux dire un gros mot, parce que il y a plein de choses qui vont influencer sur la douleur. Donc il y a en effet la quantité d'activité, mais si par exemple juste avant, je sais pas, on s'est voilà, on n'est pas très en forme ce jour-là, on a mal dormi, ou alors on a eu une discussion un peu compliquée avec quelqu'un de proche, des choses comme ça. En fait, toutes les émotions vont avoir aussi un impact énorme sur la douleur. Et donc, prendre en compte cette globalité avant de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce que je diminuerai pas un peu mon activité parce que je sais que c'est pas un jour pour moi. Je bouge quand même, mais voilà. Et ça sera quand même déjà super. Merci beaucoup pour vos éclairages. Donc, vous l'avez bien souligné, la fibromyalgie demande une approche globale, pluridisciplinaire. Ce que je retiens quand même, c'est qu'à chaque fois, le patient devient acteur et est placé au centre de son soin. C'est justement l'objectif de l'éducation thérapeutique que l'on va aborder juste après. Est-ce que certaines d'entre vous sont familiers ou familières à l'éducation thérapeutique du patient? En levant la main. Familière, vous avez... Ok, donc vous connaissez pour certains. Super. Donc c'est le sujet de la troisième partie. On écoute un troisième extrait. Alors moi, je me fais plutôt nommer patiente partenaire. C'est quand on devient un petit peu expert de sa pathologie, qu'on a assez de recul pour pouvoir en faire bénéficier les autres patients. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit mais oui, avec plaisir. Et du coup, ça s'est mis en place très rapidement parce que j'ai arrêté la formation en juin 2022. Et en septembre 2022, j'intégrais mon premier atelier. Et là, c'était la grande joie. En même temps, j'appréhendais parce que j'avais un peu peur de me retrouver devant des patients et aussi à côté de professionnels de santé parce que fallait que je trouve ma place aussi et puis ma légitimité. Mais bon, ça s'est tout de suite bien engagé, tant que ce soit au niveau des patients et au niveau de tous les professionnels de santé. Et ça, j'ai été vraiment très bien accueillie. Le rôle de patient partenaire est souvent associé à l'éducation thérapeutique du patient, une méthode d'apprentissage proposée aux patients souffrant d'une maladie chronique. Cette méthode aide à mieux comprendre la maladie et encourage les patients à s'autonomiser dans la prise en charge de leur santé. Dispensée sous forme d'ateliers collectifs, elle est souvent animée par une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaires et aussi par des patients partenaires. Avec ce nouveau rôle et avec le soutien du pôle santé de Clisson, Gaëlle redonne du sens à sa vie. Voilà, donc vous l'aurez reconnu, la voix de Gaëlle et puis la mienne. C'est ça, un épisode de Banzai. Donc c'est moi qui prends le relais de Laurie sur ce volet parce que quand bien même je ne suis pas concernée par la fibromyalgie, je connais bien le TP et je connais le rôle de patiente partenaire. Donc ma première question, elle va être pour toi Gaëlle. Pour toi, comment tu peux nous redire, on l'a déjà commencé à l'entendre dans cet extrait, mais avec tes mots, comment tu définis le rôle de patiente partenaire ? Alors moi, je le définirais comme une personne qui a des ressources et qui, par son expérience par rapport au vécu de la maladie, va mettre à disposition en fait toutes les compétences qu'elle a acquises pour pouvoir en faire profiter les patients et en même temps les professionnels de santé. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, plutôt de me nommer patiente partenaire. Parce qu'en effet, je travaille en collaboration. Vraiment, il y a cet esprit d'équipe dont je fais partie maintenant au pôle santé. Et j'ajouterais aussi que souvent on reconnaît le patient partenaire par d'autres dénominations. Souvent on les appelle les patients experts. Peut-être que ça vous parle davantage. Mais moi, je trouvais que la fonction de partenariat était vraiment valorisée. Donc j'avais à cœur de mettre à profit justement ce terme-là. Oui, en effet, il y a plusieurs termes, patient partenaire, patient ressource, patient expert, père aidant, dans certains milieux aussi. Tout ça, finalement, ça englobe plus ou moins le même rôle.
Et du coup, Thierry, je me tourne vers toi. En tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça apporte de travailler avec une patiente partenaire? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte beaucoup de choses. Déjà, on a parlé de soignants qui peuvent être fibrosceptiques. Et là, l'apport de Gaëlle change la donne un petit peu quand même. Hein. Elle fait partie de l'équipe, hein, donc elle apporte son expérience, hein, son vécu, son expertise. Donc c'est effectivement une patiente ressource, c'est une patiente partenaire et c'est une patiente experte. Donc pour échanger avec les professionnels de santé, c'est un plus en fait. Hein. Et du coup, ça change le regard des autres, le regard de nous soignants. Alors moi, ce regard, j'ai pas eu besoin parce que tu as participé à nos ateliers avant d'être patiente ressource, mais ça change complètement le regard de tous nos collègues du pôle santé de Clisson. On a eu l'occasion de leur faire participer à un atelier d'éducation thérapeutique, où là, on a pu voir, on leur a demandé d'exprimer ce que c'était que la fibromyalgie pour eux, et on a vu, alors, certains fibrosceptiques, certains convaincus, et d'autres qui étaient encore dans le doute. L'apport de Gaëlle vient changer cette image-là, quoi, en fait. Donc c'est vraiment un réel plus pour nous, quoi. C'est un plus aussi pour ceux qui ont pu participer aux ateliers, parce qu'évidemment, ils se reconnaissent à travers ça. Ils peuvent aussi se projeter dans le futur. Ça permet quand même d'avoir une autre vision de cette pathologie, de se dire que oui, ça peut évoluer. Quand on voit Gaëlle qui est effectivement rayonnante et qui pétille, et qui nous amène une énergie folle finalement, hein, alors qu'on parle de fatigue, on parle de douleur, on parle de troubles du sommeil, Gaëlle, elle est là, toujours souriante, quoi. Donc avoir cette image-là en face de nous et en face de vous, hein, quand vous participez, je pense que c'est vraiment un plus énorme, quoi. Voilà. Ok, merci. Moi, j'aime bien appeler Thierry et Gaëlle le duo de choc de Clisson. Parce que moi, j'ai assisté une fois à votre TP et je pense que les patients qui l'ont suivi sont d'accord. Vous formez vraiment la paire. Et donc, Gaëlle, donc ces ateliers d'éducation thérapeutique du patient, selon ton expérience du coup de co-animation, qu'est-ce qu'ils apportent? Quel rôle ils peuvent jouer du coup auprès des patients? Et si tu as un exemple à nous donner de patients qui t'ont marqué, peut-être qui sont passés par vos ateliers? Alors, ce que ça apporte déjà, la reconnaissance de la pathologie en elle-même. En fait, quand les patients viennent au premier atelier, c'est sur la connaissance de la maladie. Souvent, ils y déposent leurs émotions aussi. Et le fait d'avoir des professionnels de santé aussi lors de ces ateliers, ça valide un peu justement cette reconnaissance-là de la pathologie. Et on voit que c'est hyper important pour démarrer quelque chose, pour avoir un engagement dans une autre thérapie, en fait. Donc, ça, c'est super important. Et souvent, ça amène aussi une prise de conscience. Très, très souvent d'ailleurs. Et c'est là que peut démarrer, en fait, quelque part, comment je dirais, un autre regard aussi avec les professionnels de santé. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'alliance thérapeutique. J'aime à le dire parce que franchement, quand on aborde les sujets avec nos professionnels de santé sans complexe, sans honte, et que le soignant en face y répond aussi de manière intelligente parce que du coup, il nous croit, eh bien là, tout de suite, ça nous permet vraiment un engagement dans le soin. Sinon, on peut être réfractaire à tout ça. Et quand on a une pathologie chronique comme la fibromyalgie, on sait que ça va être sur du long terme. C'est plutôt donc un engagement sur du long terme et la possibilité d'avoir des soignants en alliance, c'est plutôt le but, je trouve aussi. Donc là, concrètement, c'est vrai que j'ai certainement plein d'exemples. Là, ça ne me vient pas. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais en apporter. Ce sera avec plaisir. Mais là, pour le moment, je n'ai pas forcément d'exemples en tête. Il n'y a pas de souci, oui. Je pense que les patients, évidemment, se reconnaissent mutuellement. Enfin, pas tout à fait pareil d'avoir le point de vue d'un professionnel qui connaît la fibromyalgie mais qui ne l'a pas vécu, d'être en face de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a vu des professionnels qui... On a parlé du kiné, mais kiné, vous voyez bien, ça ne veut rien dire. Tout dépend qui est le kiné, quelle est sa relation, qu'est-ce qu'il fait faire, etc. Donc moi, je suis vraiment frappé, puisque dans le cadre des hospitalisations qu'on peut faire, je parlais de la dynamique de groupe, mais aussi, parce que souvent, dans un groupe, il y a les plus vieux dans l'expérience, comment ils se mobilisent pour aider ceux qui sont plus jeunes, et combien ça les gratifie aussi, enfin... ceux qui peuvent donner de leur temps et de leur expérience
Et donc, moi, je le vois dans les chambres doubles où parfois ça matche parfaitement bien quand il y a quelqu'un qui va donner des choses complètement complémentaires du discours que va tenir le professionnel de santé. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de ces petits appareils qu'on utilise, qu'on appelle les électrostimulations. Bah, ce matin, c'était surtout la patiente du côté porte qui avait tout expliqué à la patiente côté fenêtre. Donc, je pense que voilà, être compris, c'est pareil dans toutes les pathologies, c'est une dimension essentielle. Oui, tout à fait. Et je rajouterais aussi que c'est vrai que quand on est patient partenaire, tu le dis, il y a aussi le lien avec les professionnels de santé. Et je pense qu'il est aussi à aider, en effet, à créer du lien entre les patients qui peuvent être réfractaires ou qui peuvent être un peu perdus parce qu'ils n'ont pas toujours eu des parcours très simples et de leur redonner confiance, comme le fait Gaël ce soir, je pense, dans les professionnels de santé, de dire, bah non, il ne faut pas perdre espoir qu'il se passe des choses. Et on peut être aussi acteur d'être bien traité en tant que patient. On peut dire non, on peut dire parfois ben non, pas tout de suite. On peut donner le son de notre voix et on n'a pas toujours l'impression qu'on peut le faire. Donc c'est important de se le dire aussi. Et donc pour revenir sur les ateliers d'éducation thérapeutique du patient, Thierry, c'est quoi un peu les retours que vous avez au pôle santé de Clisson depuis que vous faites ces ateliers spéciaux pour la fibromyalgie? L'éducation thérapeutique du patient? Oui, donc Thierry, est-ce que tu veux nous expliquer? Alors, l'éducation thérapeutique, il a un but, c'est de vous rendre acteur de votre pathologie. Hein, ça, les ateliers. Alors, les ateliers, nous, qu'on met en place, c'est sur Clisson. Alors, il y en a 7, hein, plus un 8e qui est plus pour les proches, les aidants. Hein. Le premier, c'est sur la connaissance de la maladie. Hein. Donc là, on a un médecin généraliste, Gaël et moi. Alors, Gaël et moi, on est sur tous les ateliers, en fait. On est un petit peu le fil rouge, on est là tout le temps. Donc ça, c'est sur la connaissance de la maladie. Le deuxième, on parle de la douleur, hein, des mécanismes de la douleur et des traitements médicamenteux. Hein, ça, c'est le deuxième atelier. Le troisième atelier, ça va être sur les orthothérapies, hein, qu'on a commencé à parler un petit peu. Hein, où là, on utilise énormément vos expériences personnelles, hein, de ce qui peut fonctionner ou pas. C'est super intéressant. Le quatrième atelier, c'est sur la respiration. Pourquoi, qu'est-ce que peut nous apporter la respiration? Qu'est-ce que peut vous apporter la respiration face à cette pathologie? On a parlé qu'il fallait abaisser un petit peu, retrouver une forme d'apaisement. C'est un outil qui peut vous être utile et qui est utilisé dans plein de thérapies. Hein. Mais voilà, on essaye d'expliquer un peu tout ça. Le cinquième, c'est sur l'activité physique, hein, évidemment. C'est un élément fondamental, hein, de la prise en charge. Et là, évidemment, on va parler de dosage, hein, de tout ce que tu as dit tout à l'heure. Là. C'est très, très important. Le sixième, c'est sur l'alimentation, hein, qui est fait avec la diététicienne du pôle santé. Hein. Et là, on essaie de voir. Là, je pense qu'il y a je vois dans la salle quelques-uns qui sont bien branchés alimentation. Mais oui, c'est important aussi d'en parler, voir s'il y a des aliments qui peuvent accentuer ou améliorer un petit peu les phénomènes douloureux. Le septième atelier, on vous fait découvrir la méthode Pilates par une collègue qui est formée à la méthode Pilates, mais qui est adaptée à la fibromyalgie. C'est-à-dire qu'on va parler de dosage. C'est vraiment... Là, vraiment, elle est à l'écoute et elle vous fait découvrir ça, mais de manière adaptée. On va parler de sport adapté, d'activité physique adaptée. Et bien là, c'est une méthode Pilates adaptée. Hein. Et le dernier atelier, donc sur l'alimentation, pour les aidants et les proches. Alors, vous n'êtes pas conviés à cet atelier-là, hein, mais ça permet aussi d'évoquer un petit peu les problématiques de vos conjoints, de vos enfants, de vos proches, voire des gens qui travaillent avec vous. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils ont les mêmes problématiques que des fois les soignants. Ils ne savent pas de quoi on parle. C'est compliqué. Ils ne savent pas quelles réponses ils peuvent adapter à vos problématiques, quoi. Donc pour eux, c'est aussi un moment pour échanger, partager et mieux comprendre la pathologie. Voilà. Et donc les retours que vous avez acquis sur vos ateliers. Voilà. On n'a pas d'évaluation chiffrée. Par contre, on a quand même... meilleure connaissance de la maladie, ça c'est clair, hein, et l'information, une meilleure compréhension de la maladie. Hein. Après, ce qui ressort beaucoup, c'est la qualité d'écoute. Parce qu'en fait, on écoute beaucoup dans l'éducation thérapeutique, on écoute quand on est soignant, mais vous avez cette capacité, cette possibilité de parler, d'échanger, de ne pas être jugé.
d'être entendu. Voilà, ça c'est un élément très important. Le fait de rompre la solitude. L'isolement est souvent un facteur qui est présent chez beaucoup d'entre vous. Et là, c'est bien, vous êtes tous là, c'est cool. Mais du coup, voilà, ça permet d'échanger avec des pairs, avec des gens qui souffrent de la même pathologie que vous. On a la chance d'avoir Gaël qui vous apporte encore un plus. Voilà. Et voilà. Et souvent, on nous dit aussi que ces ateliers devraient être proposés dès le début du diagnostic, dès que le diagnostic est posé. Si on a pu intégrer ces ateliers, ça nous aurait fait gagner énormément de temps, en fait, par rapport à la connaissance, par rapport à ce qu'il faut mettre en place. Voilà, ça, c'est des retours qu'on a globalement sur la patho, sur les ateliers, pardon. Ça marche. Merci beaucoup. J'ai une dernière petite question pour Gaëlle avant de passer au dernier chapitre de cette table ronde. En tant que patiente, Gaëlle, on a parlé d'alliance thérapeutique, on a parlé du lien patient-soignant. Je voulais faire un petit crochet en dehors de l'ETP et de savoir si tu avais un message qui te paraît un peu essentiel à faire passer aux soignants, mais aussi aux patients peut-être, pour améliorer justement pour aller vers l'amélioration de cette relation patient-soigné. Oui. Alors justement, je vais me baser sur mon expérience personnelle parce que c'est quand même des choses qui fonctionnent. Donc les conseils que je donnerais pour les soignants, c'est déjà d'avoir une qualité d'écoute. Parce que quand on a une qualité d'écoute, on a déjà pas mal de symptômes que les patients disent et ça peut tout de suite évoquer des choses. Laisser donc un temps de parole suffisant et parler en langage clair. Ça aussi, c'est très important pour qu'on comprenne aussi les choses. D'avoir un lien aussi, je dirais, ville-hôpital, parce que souvent, on a quand même des hospitalisations. Et quand on revient chez nos médecins, s'il n'y a pas de compte-rendu, ça peut être difficile après de réexpliquer aux médecins tout ce qu'on a eu. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce lien-là. Bon, maintenant, il y a quand même des messageries sécurisées, donc c'est quand même, les comptes-rendus sont très souvent envoyé chez le médecin généraliste. Ça permet ce lien et ce suivi personnalisé. Après, moi, j'aime à dire aussi, je rencontre quand même des professionnels de santé qui sont humbles. Et par exemple, mon médecin généraliste, quand elle ne sait pas, elle le dit. Et moi, je trouve ça vraiment très honnête de sa part. Et d'autant plus, ça me donne encore plus confiance en elle parce qu'elle sait ses limites. Et là, elle me dit, là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre. Donc, par contre, je vais pas, elle ne va pas me laisser comme ça sans rien, mais elle va me réorienter, pour des choses appropriées. Et aussi vraiment dire tous les effets secondaires des médicaments, parce qu'on n'a pas parlé là des traitements médicamenteux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on prend quand même des traitements. Et oser dire les effets indésirables, c'est aussi important pour que le médecin sache aussi réajuster ou voir trouver une autre molécule, pas rester comme ça tout seul dans son coin à supporter ces effets indésirables, alors qu'il y a peut-être autre chose à mettre en place. Voilà. C'est surtout ça et qu'il propose aussi l'ETP, forcément. Moi, je suis une adepte de l'ETP parce que j'y crois énormément. Pour moi, ça fait partie du parcours de soins. Au même titre qu'on prescrit de la kinésithérapie, qu'on va prescrire, je sais pas, un rendez-vous chez une diététicienne, eh bien, l'ETP, pour moi, devrait faire partie d'une prescription aussi, à chaque fois qu'il y a eu un diagnostic de posé sur la fibromyalgie ou des douleurs chroniques, en tous les cas. Voilà un petit peu l'ensemble de ce que je voulais dire. Et puis aussi être en collaboration avec les autres professionnels de santé. Moi, je trouve ça super important, qu'il y ait un échange régulier entre eux. Et voilà, et c'est vrai que ça... Là, on voit bien que ça roule. D'ailleurs, moi, je le vois bien à la maison de santé pluriprofessionnelle de la vallée de Clisson. Je le dis comme ça parce que c'est le nouveau nom qui a été donné et validé, donc j'apprends à le dire. Et c'est vrai qu'on a souvent des réunions de coordination concernant l'ETP, dont je fais partie aussi, dont j'y suis conviée. Donc c'est pour ça que ce sont mes collègues, je les appelle mes collègues maintenant, pour justement échanger sur la façon dont on pourrait améliorer l'éducation thérapeutique du patient. Donc ce sont des échanges riches et qui permettent justement une superbe évolution. Et en plus, tu nous tends la perche pour passer au sujet suivant, de penser à l'amélioration, le futur, qu'est-ce qu'on voit après. Voilà, on peut écouter directement l'extrait numéro 4 pour commencer ce nouveau chapitre, pour comment aller plus loin, quelles innovations, quelles perspectives penser. On voit ça juste après cet extrait.
L'éducation thérapeutique du patient, ça j'adore. Animer des groupes, des espaces de parole avec des thématiques particulières en ayant des supports un peu de type créatif, j'adore aussi. Et ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est dans l'enseignement. Pourquoi pas former avec des professionnels de santé sur l'éducation thérapeutique du patient, justement. Mais voilà, moi j'ai plein d'idées dans ma tête, alors forcément, il faut que je les revoie aussi plutôt à la baisse, et puis en m'octroyant du plaisir aussi. Alors voilà, pas que des soins et du travail. Voilà. Il faut que j'alterne, il faut que j'inclue dans ma semaine, de toute façon, à un moment où même j'ai rien, une journée vide. Et comme ça, je fais ce que bon me semble cette journée-là. Voilà. Voilà, on vous spoil un petit peu la fin du podcast, mais j'espère que ça vous aura pas découragé pour aller l'écouter. Tous les témoignages enregistrés par Bonsaï sont vraiment à écouter. Donc pour terminer cette table ronde, puisque l'heure tourne, je vais m'adresser à tout le monde. Si vous aviez un budget et une liberté totale pour innover dans la prise en charge de la fibromyalgie ou de la douleur, sur quel axe prioritaire agiriez-vous ? Je peux m'adresser à toi en premier, peut-être, Étienne, au hasard. Petite question. Non, je pense que une des choses qui est vraiment importante, qui a déjà été évoquée, c'est la formation des soignants. Parce que malheureusement, il y a trop d'essais-erreurs, entre guillemets, si j'ose dire, pour les patients. Et accompagner un patient qui souffre de douleurs persistantes, pour moi, ça s'apprend. Et moi, je ne l'ai pas appris à l'école de kiné, je l'ai appris après. J'ai fait des formations en plus. Et voilà, faut apprendre à se former en communication, sur les mécanismes de la douleur. Et puis après, quelque chose qui va être délicat, c'est comprendre comment fonctionnent les mécanismes de la douleur, et notamment la douleur nociplastique dans ce cas-là. Pour nous soignants, ça nous prend un peu de temps à comprendre, même si on est dans le milieu. Alors pour un patient qui n'y connaît rien à la médecine, ça peut prendre encore plus de temps, et ce qui est normal. Et en fait, c'est là que le TP a toute sa place, quoi. Parce que si on ne prend pas le temps au patient de lui expliquer ça, qu'il comprenne, après on n'a pas de direction, on n'a pas de cap, et c'est là qu'en fait on se retrouve dans des prises en charge à rallonge. Notamment, je parle pour ma profession est kiné, où on a des patients qui font la même chose depuis 20 ans chez le kiné, il n'y a pas de question d'objectif, et pour moi c'est un peu un non-sens, dans le sens où on ne rend pas la personne autonome, elle est juste dépendante d'un système de santé, où elle pense qu'elle aura besoin du système de santé pour aller mieux. Donc elle en a besoin au départ, bien évidemment, mais après, une fois qu'on a mis les choses en place et qu'on l'a rendu autonome, qu'on lui a donné les armes, entre guillemets, pour réussir à le faire seul, après, pour moi, c'est tout gagné, parce qu'elle est libre de vivre sa vie du mieux possible, quoi. Donc voilà, en un mot, la formation des soignants. Merci beaucoup. Cécile, Julien. Un petit mot juste sur la formation des soignants. Ça évolue quand même. Aujourd'hui, on forme quand même un peu mieux les soignants à la fibromyalgie, à la douleur chronique en général, et notamment en communication. Par exemple, moi je travaille au département de médecine générale et on forme tous les internes à la communication. On fait 2 journées entières sur comment on parle avec les patients. Donc au bout de 6 ans d'études, ça serait bien d'arriver à en parler. Mais voilà, donc c'est le moment en tout cas qu'on a choisi pour en parler avec eux. Et ça les aide bien quand même à prendre en charge tous les patients en général, mais surtout les patients atteints de douleurs chroniques. Donc ça évolue quand même, petit à petit, mais ça évolue. La communication, donc, qui passe par annoncer les choses en bonne et due forme, employer les bons mots, être clair. Julien, Nizar, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Sur quel levier vous axeriez Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les jeunes médecins sont mieux formés à tout ça, qu'ils sont moins triomphants dans une relation un peu verticale, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Moi, je dirais qu'il y a quand même un petit piège dont on a parlé au tout début, c'est vraiment l'idée qu'il faut absolument trouver la maladie qui va tout expliquer depuis 30 ans et le traitement. Bon, dans la réalité des choses, c'est beaucoup plus, à mon avis, vous avez vu qu'on est quand même très d'accord sur les grandes lignes, tout ce qu'on raconte, c'est finalement aussi ce que vous avez dit, c'est ce qu'a dit Augustin, c'est-à-dire que chaque personne est unique, ça n'empêche pas de discuter les uns avec les autres. Et on a parlé des médecines complémentaires. L'idée, c'est de trouver le traitement
global. C'est pas un traitement avec un médicament, une perfusion, de la stimulation magnétique ou je ne sais quoi. C'est vraiment que on construise avec vous un traitement qui vous convient avec des professionnels qui vous conviennent, parce que tous ceux qui vont mieux disent c'est grâce à Augustin, c'est grâce à Cécile que finalement j'ai pu construire ma voie. Et ils savent, parce que vraiment le but final, c'est pas de trouver, bien sûr, on avance, parfois les gens nous disent j'ai tout essayé, qu'est-ce que je peux faire? La médecine, ça avance, et il y a des trucs qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc faut garder cet espoir, mais le vrai sujet, c'est de trouver, à mon avis, des soignants qui vous conviennent, qui sont investis, qui savent travailler ensemble, ça on l'a déjà dit. Et quand on parlait des médecines complémentaires, aller voir des gens qui sont diplômés, qui sont qualifiés, qui travaillent avec un coût limité, dans un cadre sécurisé. Donc, vous voyez, par exemple, si l'un d'entre vous va très bien répondre à l'acupuncture, il y en a une autre qui va dire « ça ne me fait rien ». Donc, il faut tester. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain, mais ça, je pense que c'est un axe majeur. On ne sait pas aujourd'hui, comme dans le traitement d'une dépression, on ne sait pas dire qui va répondre à quoi. Donc, ce qui explique un peu ce parcours haché. Peut-être que dans 10 ans, avec de la médecine un peu plus prédictive, on va dire, compte tenu de ce qu'on a vu là, ça, c'est un patient qui va davantage répondre à l'hypnose ou à l'acupuncture. Même si on voit bien, quand on en discute avec les patients, que certains vont nous exprimer un intérêt. C'est pas pareil de dire, j'aimerais bien vraiment essayer l'hypnose, que de dire, si vous voulez, je veux bien vous faire plaisir. Et là, ça risque de moins marcher. Voilà, donc autonomie, on en a beaucoup parlé, autonomisation des patients. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup en termes d'éthique du soin et de la relation. Et puis, l'idée, c'est que le patient, les anglo-saxons utilisent le terme de empowerment, c'est-à-dire de reprendre du pouvoir sur sa maladie et ne pas avoir un truc qui vous tombe du ciel, je ne sais pas pourquoi, j'ai mal, je ne peux rien faire, etc. L'autonomisation des patients, c'est d'ailleurs un axe sur lequel vous avez travaillé dans vos travaux avec la Haute Autorité de Santé, Étienne, il me semble. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin ? Alors oui, malheureusement, je ne peux pas tout dire, même s'il n'y a pas de gros secret, parce que ça n'a pas encore été publié. Ça sera publié, je crois, au mois de juin ou juillet. En tout cas, c'est en cours de validation par les différentes commissions. Mais en effet, tout l'enjeu, c'était de voir en fait quelles étaient les différentes thérapies possibles, les non médicamenteuses, pour accompagner le patient. Et en effet, c'est un peu la conclusion de ce qu'on a dit là. Voilà, le terme de redonner le pouvoir au patient reste vraiment pour moi le premier niveau. Et ça passe par de la compréhension de sa maladie et la reprise en confiance de son corps et de la capacité qu'il a à faire, quoi. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, oui, mais si. Merci. Grosso modo, voilà. Merci à tous et à toutes pour ces pistes inspirantes. Je vais me tourner vers vous maintenant, le public. Avez-vous des questions, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, des retours d'expérience inspirants ? Voilà, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est approprié, la question que je vais vous poser, mais en même temps, je n'ai aucun lieu où je peux la poser. Ni auprès de mon kiné, ni auprès de ma médecin généraliste. C'est à propos de la double peine de la fibromyalgie et de la fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, j'ai été diagnostiquée les deux. La difficulté d'avoir les deux, c'est que la gestion, encore une fois, si ce n'est pas le lieu, ce n'est pas grave, c'est que la gestion des deux est absolument différente. Dans l'un, avec le kiné, c'est la rééducation, et dans l'autre, c'est le patient, c'est-à-dire que tout effort engendrera un crash, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique. Donc les deux, en fait, se posent en contradiction du point de vue de l'action à mener, de l'accompagnement. Donc voilà, alors en même temps, je suis dans une réunion de fibromyalgique, je le suis également diagnostiquée, mais en fait ça tourne donc finalement j'ai fini par ne plus rien faire du tout parce que je sais ce que je vis, je sais l'impact que ça a sur moi d'utiliser ou le kiné ou d'utiliser autre chose, et donc je ne fais plus rien du tout, et donc je ne sais pas si encore une fois si c'est le lieu pour poser ma question.
Sinon, c'est pas grave. Merci en tout cas pour cette question. Est-ce que quelqu'un aurait envie de donner une réponse? Je peux commencer, et puis je pense que les collègues, vous faites des choses, madame, puisque vous êtes là et vous témoignez. Donc, je pense que c'était un des éléments dont on parlait. Vous voyez, ça, c'est faire quelque chose. Hein. Alors, c'est vrai que déjà, la fibromyalgie, c'est compliqué. Alors, si vous rajoutez un autre syndrome compliqué, ça ne simplifie pas la prise en charge. Mais je pense qu'Augustin confirmera probablement. Mais l'idée, c'est de trouver la porte étroite qui va vous permettre quand même de faire des choses sans trop vous faire mal. On n'a pas tellement de choix. On a coutume de dire, vous voyez, chez les patients fibromyalgiques, que c'est tellement important de faire de l'activité physique qu'il faut trouver un moyen, quel qu'il soit, pour y arriver. Augustin en a parlé, ça peut être un peu, mais un peu c'est mieux que rien. Et ça a été prouvé absolument dans la pratique et dans les études scientifiques. Vous voyez, encore une fois, même quand on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, l'idée c'est d'aller à petits pas et de trouver, je pense, ce qui vous permet. Et vous êtes là, sinon vous seriez dans votre lit. Oui, je peux que être d'accord. En effet, parfois dans des cas, dans des circonstances un peu compliquées, parce qu'il y a deux maladies qui vont un peu à l'opposé l'une de l'autre. En fait, il y a une ligne de crête sur laquelle il faut marcher. Elle n'est pas simple à trouver. Mais pour la trouver, il y a forcément des erreurs à faire. Et en fait, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, quoi. Faut vraiment continuer, et en fait ça va être avec les professionnels de santé, et ça dépend de qui vous avez pu rencontrer ou pas, et ça passe par beaucoup de discussions pour essayer vraiment de comprendre. Personnellement, c'est ce que je fais. Je vais essayer de chercher la petite exception, par exemple, en prenant vraiment le temps d'analyser la moindre chose, pour ensuite pouvoir trouver une petite porte d'entrée, pour ensuite pouvoir poser gentiment les jalons. Mais ça demande du temps, et c'est sûr que c'est pas simple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que vous avez très bien fait de la poser, mais c'est vrai qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour poser des diagnostics individuels. Donc, essayez peut-être de réagir à ce qu'on vient d'entendre, s'il y a des incompréhensions ou des réactions, même si je comprends très bien la nécessité de ça. Oui, y a-t-il d'autres questions? Le monsieur devant. Bonjour, merci. Je vais juste avoir un petit propos introductif pour que vous compreniez bien la question, en fait. Les questions, j'aurai deux questions. Vous avez parlé juste un tout petit peu de recherche médicale, et en l'occurrence, les recherches médicales sur le microbiote intestinal sont exponentielles ces dernières années, en nombre. Dans ce cadre, c'est dans ce cadre que la compréhension de l'axe intestin-cerveau s'améliore. Et ce pour bon nombre de pathologies tant physiques ou neurologiques comme l'endométriose, la douleur chronique, la fibromyalgie, Alzheimer, que mentales comme la schizophrénie ou la dépression. Plusieurs études sur la fibromyalgie ont été publiées ces dernières années, et la plus récente il y a seulement quelques semaines. Ces études démontrent un lien de causalité directe entre microbiote intestinal et douleur chronique dans la fibromyalgie. Elles apportent un espoir quant à un futur diagnostic fiable s'appuyant sur l'analyse biologique du microbiote intestinal. On parlait de s'appuyer sur quelque chose de concret, là on a quelque chose de concret. Mais également sur des perspectives d'un traitement avec le transfert de microbiote fécal ou d'autres approches avec des médicaments basés sur le microbiote, mais également sur la nutrition avec des pro ou post-biotiques qui peuvent être bénéfiques. J'en parle par expérience personnelle. Par ailleurs, il est important, je pense, de noter que certains médicaments de la pharmacopée, comme les opiacés, les antidépresseurs, Gaël a parlé un petit peu d'effets secondaires, et je pense qu'il y a quelque chose qui est important de noter, c'est que certaines de ces molécules pourraient être des éléments aggravants, voire déclencheurs de la fibromyalgie, dans certains contextes directement liés au microbiote intestinal, c'est-à-dire avec un tableau, une prédisposition de ce côté-là. Donc voici mes deux questions. Donc la première, savez-vous où en est la recherche médicale en France sur le diagnostic et les futurs traitements basés sur le microbiote intestinal, justement, donc en lien directement avec l'avenir du diagnostic. Et seconde question, savez-vous si les professionnels de santé sont informés des impacts négatifs de certains médicaments
sur l'eubiose intestinale et donc sur les conséquences possibles sur la santé en général. Je vous remercie. Vous avez la réponse? Alors, vous avez noté que notre journaliste a commencé par dire une étude a montré que la piste auto-immune était quand même très forte. Donc je pense que, vous voyez, il y a la piste du microbiote, pour toutes les raisons que vous avez dites, et de l'axe cerveau-intestin est passionnante. On a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Moi, je suis rhumatologue, vous voyez, tout ce qui est microbiote et maladies inflammatoires de l'appareil locomoteur, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. De là à dire que la fibromyalgie est toujours en lien avec le microbiote, je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin parce que c'est sous-estimer tout ce qu'on a dit du parcours de vie. Oui, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez tous entendu parler des drames du Bataclan. Il n'y a qu'un tiers des patients qui ont fait un véritable état de stress post-traumatique perturbant leur vie, alors qu'ils ont tous été dans des circonstances effroyables. Donc ça veut dire que, microbiote ou pas, on n'a pas la même résistance au stress, pas la même histoire de vie. Donc moi, je me méfie, vous voyez, d'une piste univoque qui va guérir tout le monde parce que je pense qu'elle n'arrivera jamais et que ça reste une histoire individuelle, qu'il faut explorer des pistes. Vous avez tout à fait raison, la piste du microbiote est certainement intéressante, mais ce n'est pas la seule. Pour ce qui est des médicaments, mais sans doute Cécile complétera, les opioïdes, je ne les mettrai pas dans le même sac que les antidépresseurs, parce que les opioïdes, on sait qu'ils ont deux ennuis principaux. Le premier, vous le connaissez, hein, les opioïdes, ce n'est pas que la morphine. C'est le tramadol, c'est la codéine, dont il a beaucoup été question ces derniers temps, et qui sont responsables, comme vous le savez, d'accoutumance, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter les doses pour obtenir le même effet, et de dépendance. Et on sait que certains patients à qui on prescrit un opioïde pour une période courte, après une fracture du bras par exemple, il y en a une petite proportion qui vont déclencher une dépendance très rapide et malheureusement avoir un mal de fou à s'en débarrasser. Mais au-delà de cet aspect de dépendance liée aux opioïdes, c'est ça que, sans doute auquel vous faisiez allusion, monsieur, au moins en partie, c'est que les opioïdes, ça agit à la fois sur le système inhibiteur de la douleur, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi une action qui passe inaperçue au début, qui est excitatrice des voies de la douleur. Et au bout d'un moment, vous voyez, souvent de quelques semaines, l'action peut s'inverser et il y a ce qu'on appelle l'hyperalgésie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va sensibiliser tout l'organisme à des douleurs. Et effectivement, une partie des fibromyalgiques, quand vous regardez dans l'histoire des prescriptions médicamenteuses, vous voyez qu'il y a un moment, ça a pu complètement déraper. Vous parliez de burn-out. Il y a quelque chose qui a dérapé à l'occasion de la prescription des opioïdes. Donc, opioïdes dans la fibromyalgie, tout le monde est d'accord, les opioïdes forts, c'est-à-dire la morphine, sont fortement déconseillés. Les opioïdes faibles, c'est un peu différent parce que le tramadol, il faut l'utiliser avec parcimonie, mais chez certains patients répondeurs, ça peut être intéressant sur de courtes périodes et pas pendant 20 ans, comme disait Étienne pour la kiné. Et les antidépresseurs, ça reste quand même des médicaments. Certains antidépresseurs, qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture, la sérotonine et de la noradrénaline, ils ont une action quand même sur ces 50% de fibromyalgiques qui font une dépression. Et quand on est fibromyalgique et déprimé, le fait d'être moins déprimé grâce à un antidépresseur, ça fait que les gens vont mieux et peuvent plus se mobiliser. Vous voyez, et ça a aussi une action, ces molécules-là, sur la douleur elle-même. Puisque je vous ai dit que tout à l'heure qu'il y avait deux principaux systèmes inhibiteurs, celui qui passe par le mouvement, le toucher, comme c'est le cas par exemple pour l'appareil d'électrostimulation, et aussi celui qui passe par ce qu'on appelle les voies inhibitrices de la douleur, qui vont être renforcées par les antidépresseurs. Alors par quel mécanisme d'action? Il est certainement multiple, mais nous, ce qui nous intéresse, on est pragmatique, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est-à-dire pour un patient donné, qu'est-ce qui va marcher chez lui, qui ne sera pas forcément... Vous voyez, nous, on a 8 patients hospitalisés par semaine au CHU. Sur les 8, il y en a 3 sur 8 en moyenne qui ont une fibromyalgie. Le traitement de la patiente A n'est pas celui... Ils vont tous avoir le même package. On va leur proposer les mêmes choses, mais ils ne vont pas choisir, au bout du compte, les mêmes traitements. Et c'est très important. Ça concourt, en fait, de votre appropriation de ce qui vous fait du bien.
Et c'est pareil pour les médicaments. Il y en a qui vont très bien répondre à un antidépresseur et d'autres qui vont dire que ça les rend plutôt plus malades. Mais comme disait Cécile tout à l'heure, il me semble, globalement, ou peut-être vous, globalement, le vécu des patients sur les médicaments est souvent assez mauvais, limité. Enfin, en tout cas, ils n'y trouvent pas grand intérêt parce que même si dans les études, ça améliore un peu la douleur, la question, c'est, bon, OK, on a 1 point ou 2 de moins sur 10 sur l'échelle de douleur, mais c'est surtout la question de qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais mieux avec ça? Donc, nous, on préfère des gens qui ont un petit peu moins mal, qui font plus de choses, qui sont plus engagés dans leur vie et qui se remettent à travailler, que des gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup moins mal et qui continuent, malheureusement, à faire très peu de choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonsoir. Est-ce que quelqu'un connaît l'expérience des montres Remedy? Est-ce que, voilà, je suis curieuse, je ne sais pas encore si je vais m'abonner, voilà. Oui, alors justement, je me suis dit, je vais faire un petit partage d'expérience. Je ne suis pas venue pour ça, mais je me suis dit, il est avec moi, donc je vais pouvoir en parler. C'est le Centre de la douleur Ambroise Paré à Paris, du coup, qui m'a orientée vers ce bracelet. Donc un professeur de la douleur qui me l'a recommandé. Donc le bracelet Remedy se présente comme ceci. Désolée, je suis branchée en plus en même temps. Merci. Donc le bracelet Remedy se présente comme ça. Alors c'est pas une page publicitaire, je cherchais à vendre, mais je partage. Donc c'est un dispositif médical qui a été validé comme dispositif médical il y a peu par la Sécurité sociale. Il a été validé, seulement il n'est pas remboursé. Je peux, assistante TENS, s'il vous plaît. Je sais pas où je me mets. Là, d'accord, ok. Donc c'est un bracelet qui va permettre de stimuler la production d'endorphines. Donc il se porte minimum 3 fois par jour. Enfin, c'est ce qui est recommandé en tout cas par la société, je ne sais pas comment appeler ça, qui le propose en location. C'est de l'utiliser minimum 3 fois par jour. Ça peut aller jusqu'à 5 sessions de 30 minutes. Et il faut attendre en gros 4 à 6 semaines pour avoir des résultats. Moi, ça fait 4 semaines que je l'utilise et dès la première nuit, j'ai dormi comme un bébé et ça n'a pas changé depuis. Je dors comme un bébé grâce à ça. C'est mon retour, ça ne veut pas dire que ça sera magique pour tout le monde, mais je dors grâce à ça et la vie est un peu plus simple comme ça. Et donc, du coup, il est proposé en location à 49 € par mois, ce qui n'a pas trop été évoqué ici, mais que tout le monde sait, c'est que ça coûte un bras, les douleurs chroniques. C'est beaucoup d'engagement financier malgré les remboursements qui sont proposés, mais on y laisse quand même un peu de notre épargne et de nos ressources. Mais quand on est désespéré, on tente. Et en tout cas, moi, j'ai eu la possibilité de le louer. Donc voilà. Donc c'est un retour qui est le mien de 4 semaines, mais en tout cas, quand j'ai fait un retour auprès des conseillers, puisqu'il y a des rendez-vous téléphoniques, il y a des questionnaires à remplir pour quantifier, pour objectiver aussi les résultats, qui eux leur servent ensuite à améliorer encore le dispositif. J'ai pu faire part que le sommeil s'était amélioré dès la première nuit et la conseillère m'a dit effectivement c'est le retour qu'on a, c'est que le premier bénéfice qu'on peut avoir avec ce bracelet, c'est une amélioration du sommeil. 4 à 6 semaines pour les douleurs. Bon, pour l'instant, pas de nouvelles sur les douleurs, mais en tout cas, le sommeil, et au moins ça permet de ne pas prendre un anxiolytique ou de somnifère ou autre le soir pour mieux dormir, qui, à long terme, c'est quand même pas super. Voilà, c'était mon retour. Je me permets la même réserve, c'est-à-dire je ne connais pas le prénom de madame, mais c'est pas parce que ça marche chez elle que ça va marcher sur tout le monde. Et il y a un peu, vous voyez, on a ça, nous, avec la stimulation magnétique transcrânienne.
les gens, ils cherchent toujours, et c'est bien normal, un truc qui va... à ma connaissance, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Nous-mêmes, on est intéressés. Et au-delà, vous voyez, de l'appareil lui-même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie dynamique de recherche et de publication, parce que sinon, vous savez bien que, particulièrement des gens qui souffrent, on peut vendre n'importe quoi, hein. C'est la même histoire avec le cannabis thérapeutique, etc. Il n'y a pas de traitement qui marche chez tout le monde, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà, on en revient à essayer. Si madame en tire bénéfice que sur le sommeil, c'est déjà beaucoup, comme l'a dit. Voilà, c'est intéressant tous ces témoignages parce que vous pouvez essayer à condition que ça ne soit pas trop cher, que ça ne soit pas une arnaque, que vous n'achetiez pas des trucs sur Internet dont vous n'êtes pas sûr. Enfin, c'est des bases, mais parfois on est tenté parce qu'on souffre beaucoup d'acheter des trucs quand même pas très éprouvés et parfois très chers. Je me permets juste de rebondir une seconde parce que à la HAS, la Haute Autorité de Santé, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations de patients et du coup d'échanger à ce sujet-là avec elles, savoir quels étaient les retours. Et en effet, les retours sont vraiment... c'est soit ça aide, soit ça aide pas. En fait, c'est vraiment pas encore... c'est pas miraculeux. Il y a aussi quelque chose qui est important avec ce bracelet, ça va être, je crois qu'il y a un coaching personnalisé avec un retour au coach. Je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer que le coaching, parce que dans ce coaching, je crois qu'il y a on redonne le pouvoir, on essaie de remettre en mouvement, etc., etc. Donc voilà, les études sont en cours et je crois que la HAS est en train de les analyser pour justement après procéder au remboursement ou pas. Donc ça sera en fonction de savoir est-ce que c'est mieux que ce qu'on a actuellement, moins bien. Enfin voilà, ça ils se prononcent et en fonction de ça, le dispositif médical sera remboursé ou pas. Et ça, on aura la réponse bientôt. En moyenne, les traitements innovants dans la fibromyalgie, ça soulage un tiers des patients. Pareil pour le cannabis thérapeutique. Donc, comme dit Augustin, l'idée, c'est de tester. Si au bout d'un mois, et c'est ce qu'on suggère pour l'expérimentation nationale du cannabis, on voit tout de suite les répondeurs ou les pas répondeurs, c'est pas la peine de continuer pendant 10 ans si ça marche pas. Donc il y a les répondeurs à remédie, les répondeurs à la stimulation. Bon, l'idée c'est de trouver un truc qui marche et qui vous fait du bien. Enfin, un truc, plusieurs trucs. On va prendre une dernière question, allez, 2 dernières questions avant de partir. On va les prendre en même temps, si vous voulez bien, comme ça. Hop. Je voudrais un petit éclairage. Donc, moi, je souffre de fibromyalgie. Là, maintenant, j'ai un questionnement sur le syndrome de la fatigue chronique. Il faut que je vois si c'est ça ou pas. Et j'ai fait ce qui m'a beaucoup aidé, je suis arrivée un peu en retard, c'est que les cures thermales, il y en a beaucoup en France, et avec un module d'éducation thérapeutique du patient aussi, ça existe, j'ai fait ça aussi. Et là, maintenant, j'ai basculé en burn-out. Du coup, je me demande, alors que j'ai fait ça l'année dernière, et je ne sais plus où j'en suis, en fait, de ce parcours. Qu'est-ce qui est imbriqué ? Pourquoi je suis en burn-out ? Et enfin, bon, bref, c'est compliqué. Pour répondre à cette question, si vous avez un retour à faire. Je peux juste partager mon retour d'expérience. Je ne souffre pas de douleurs chroniques, mais de mon expérience avec tous les patients que je vois à l'hôpital et puis au cabinet. Avoir des douleurs chroniques, c'est un job à temps plein. On se prend des murs très régulièrement. On souffre, on est seul. Donc en fait, on peut arriver à un burn-out. Et dans le sens où c'est pas que vous avez mal fait les choses, c'est qu'en fait, on demande beaucoup. Et moi, j'ai pas de mal à dire aux patients, des fois, on se fait des vacances thérapeutiques, on se voit pas et c'est pas grave. Prenez soin de vous, et c'est important aussi de rebaisser un peu la pression, quoi. Donc en effet, un parcours de soins quand on a des douleurs chroniques, c'est compliqué, c'est long, c'est dur, et ça demande du soutien et des pauses. Voilà. Moi, je suis infirmière de formation. Je fais des remplacements intérimaires. La fibromyalgie, c'est chinois pour moi parce que je n'ai pas entendu parler de fibromyalgie pendant mes études.
J'ai eu cette information de cette soirée en rencontrant une fibromyalgique dans la rue. Je ne sais pas si tu es là, Gaëtane, merci, parce que c'était très intéressant pour moi. Elle-même avait la montre Rimed. Juste cette semaine, je faisais un remplacement au Goût du Chaud. Il y avait une patiente qui était fibromyalgique. On l'a bien prise en charge, notamment ma collègue a sa fille qui était fibromyalgique. Ça a été l'occasion pour elle de poser ça. Et dans son retour, elle a utilisé cette montre Rimed qui n'a pas été efficace sur sa fille puisqu'elle a augmenté ses douleurs. Et le retour que j'avais de ma collègue, c'était compliqué pour sa fille qui a 25 ans d'aller vers des associations parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans ces associations où il n'y avait pas de jeunes. Voilà, est-ce que vous aviez des groupes pour les très jeunes? Et une autre question, c'est par rapport à la formation. Effectivement, moi, je ne suis pas formée. Me former, c'est prendre du temps, c'est de l'argent. Et ce temps-là, je ne l'ai pas, je suis intérimaire. Et moi, mon temps, je le concentre qu'à aller travailler. Et je vais travailler, mais je ne suis pas formée. Où trouver des sources pour avoir ces informations sans perdre de temps, aller justement chercher ces sources? Merci. Merci pour cette question. Du coup, je prends la parole. Déjà, moi, j'en profite pour remercier les 3 associations de patients qui ont accepté d'aider à relayer les informations sur cet événement. Et puis, une qui est présente ce soir, qui est locale, c'est Espoir Fibromyalgie 44. Il y a aussi Fibromyalgie SOS et Fibromyalgie France. Voilà, qui existent. Ils ont tous des super sites internet où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà, ils ont fait, surtout sur les associations françaises à l'échelle de la France, ils ont des sites internet qui peuvent répondre à pas mal de questions en ce qui concerne la jeunesse de ces associations. J'ai pas les données. Après, voilà, on est dans le monde associatif. Il peut y avoir de tout. Il suffit de trouver en effet chaussure à son pied. Si elle a besoin, nous, chez les Algonautes, on essaye de faire du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour justement parler au plus grand nombre, aux personnes qui auraient besoin d'informations sur les douleurs chroniques. Alors, de manière générale, mais finalement, on se rend compte en discutant ensemble qu'on se retrouve dans plein de ressentis sur l'impact sur la vie sociale, la vie professionnelle, la vie... Enfin, voilà. Donc, faut pas hésiter aussi à aller voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens engagés qui font des choses très intéressantes. Et puis, je me renseignerai pour savoir s'il existe une association spéciale sur la fibromyalgie pour les jeunes. Ça peut être intéressant, en effet. Merci beaucoup pour ce rappel, puisqu'il existe de nombreuses ressources. Vous savez, on n'a qu'1h15 plus de table ronde, plus un quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc il est évident qu'on ne pouvait pas tout aborder sur la fibromyalgie, les mécanismes de la douleur, les diagnostics, la complexité des diagnostics. Donc vraiment, après cette table ronde, je vous incite à aller voir les associations qui sont ici, à écouter le podcast, à aller voir les Algonautes, à continuer à vous informer et aller vers les personnes. Il est 20h30 passé. Donc on va clore cette table ronde. Merci beaucoup à vous pour votre patience, pour votre écoute. Merci beaucoup aux invités pour votre expertise, vos retours d'expérience, vos témoignages très éclairants, très inspirants. On remercie beaucoup la Maison des Haubans pour leur accueil et pour avoir permis l'organisation de cet événement qui a pu accueillir autant de monde. Voilà, et puis on remercie aussi, je n'ai plus votre nom, mais Frédéric et Anne du CNRD. La CNRD pour la retransmission de ces images. Et on remercie Pop Media et Laurie pour leur aide dans l'organisation de cet événement et puis pour l'animation de cette soirée. Donc comme c'était indiqué dans l'organisation de l'événement, grâce à vous, et je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont contribué, on vous propose de continuer nos échanges de manière peut-être plus informelle autour d'un petit buffet qui est proposé pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée.